Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. La réforme de l'assurance chômage se prépare en France. Elle s'annonce très tendue depuis qu'on a appris que le gouvernement envisageait de durcir certaines sanctions. Une réduction de 50% de l'allocation chômage est évoquée en cas de recherche d'emploi insuffisante. Les syndicats et le patronat n'ont plus que quelques jours pour se mettre d'accord sur l'extension de l'assurance chômage à ceux qui démissionnent et aux indépendants ou sur le contrôle des chômeurs. Comment ça se passe dans d'autres pays européens? Nous sommes allés au Danemark. Là-bas, un contrôle strict des chômeurs est déjà en vigueur et les sanctions sont fortes en cas de non-respect des règles. En contrepartie, les allocations sont généreuses. Mais est-ce le bon exemple? Et puis cette question, verra-t-on un jour des indemnisations européennes? On va en débattre avec nos invités. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française du groupe des socialistes et démocrates. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Enrique Calvet-Chambon, bonjour. Vous êtes député européen espagnol du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Merci d'être venu. Bonjour. Mais d'abord, l'actualité européenne de la semaine, c'est le 55e anniversaire du traité de l'Élysée. Ce traité conclu entre Paris et Berlin, 18 ans après l'effondrement du nazisme. Un traité progressivement renforcé et qui doit encore l'être. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, s'est exprimé lundi dernier au matin en allemand devant le Bundestag à Berlin. Et son homologue, Wolfgang Schäuble, était devant l'Assemblée nationale lundi après-midi. Une journée des symboles pour plus d'Europe. Stéphanie Despierres. Sous la verrière du Bundestag, une délégation de députés français de tous bords politiques assis aux côtés des députés allemands. Pour célébrer le 55e anniversaire du traité de l'Élysée, les Français ont fait le voyage jusqu'à Berlin. Et le président de l'Assemblée nationale a pris la parole en allemand. L'Europe, ce n'est pas juste une question de coopération franco-allemande, mais le renforcement de la coopération entre nos deux pays est une condition pour renforcer l'Europe. Nous avons une responsabilité et cette ambition, nous la déclarons aujourd'hui avec un nouveau traité de l'Élysée. Diese Ambition verbinden wir heute mit einem neuen Élysée-Vertrag. Une déclaration commune au Parlement français et allemand. Le matin à Berlin, l'après-midi à Paris, les députés de chaque pays ont voté en faveur d'un nouveau traité pour renforcer la coopération franco-allemande. Pour la première fois, les deux parlements ont adopté un texte identique le même jour. À l'Assemblée nationale, accompagné de quelques députés d'outre-Rhin, le président du Bundestag a souligné ce grand pas en avant. Français et Allemands, nous voulons aller de l'avant dans la réalisation d'un espace économique franco-allemand et les parachevants du marché intérieur européen sur les grands thèmes d'avenir que sont la protection du climat, l'énergie et l'association numérique et dans le renforcement des droits sociaux en Europe. Seule la France insoumise et les communistes ont voté contre la résolution commune pour protester contre une Europe trop néolibérale et un couple franco-allemand trop écrasant pour le reste de l'Union européenne. Pervenche Berès, la France et l'Allemagne avaient-elles besoin maintenant de renforcer le traité de l'Élysée? Vous savez, l'histoire entre la France et l'Allemagne, depuis le début de la construction européenne, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que c'est toujours trop ou pas assez. Et quand le couple franco-allemand ne marche pas, on voit bien, faire avancer l'Europe, c'est très difficile. Et en même temps, s'ils sont trop en avant, s'ils donnent l'impression que c'est entre eux deux que tout doit se décider, ça ne peut pas marcher non plus, parce qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est passé en 1957, au moment du traité de Rome, où il y avait 6 pays membres de l'Union européenne, et une Europe aujourd'hui, où nous a rejoint l'Espagne, mais aussi beaucoup d'autres pays, qui fait que le centre de gravité, c'est un peu... Il est où le juste milieu, alors le juste milieu... Non, le juste milieu, c'est quand les Français et les Allemands veulent bien travailler de concert dans l'esprit communautaire, c'est-à-dire de sortir d'une logique qui serait strictement intergouvernementale et qui continue
à utiliser cette bonne méthode qui est la méthode communautaire, parce que la méthode communautaire, elle a été inventée pour que tout le monde se sente à l'aise et qu'il n'y ait pas d'un côté les gros ou les grands pays et les petits pays, mais qu'il y ait un moyen de faire avancer tout le monde. Pour ça, on a besoin de moteurs, et c'est vrai que le moteur franco-allemand en est un. S'il est en panne, ça ne marche pas bien. Enrique Calvet-Chambon, la relance du projet européen, est-ce qu'elle passe obligatoirement par la relance du couple franco-allemand, selon vous? C'est aux députés européens espagnols que je m'adresse. Hein. Oui, oui. Eh bien, c'est évident que oui. Il faut être réaliste, il faut être pratique en politique. On dit que la politique, c'est l'art du possible. S'il n'y a pas un accord fondamental et une envie de marcher ensemble franco-allemand, comme a dit Mme Berès, ça ne va pas marcher. Donc c'est un élément, je dirais même, indispensable. Ce qu'il y a, c'est un élément nécessaire. Mais il n'est probablement pas suffisant. Les circonstances ne sont pas les mêmes qu'en 1958. Les personnages non plus. Vous avez vu que aussi quand le couple franco-allemand marche, c'est parce que nous avons De Gaulle-Adenauer, nous avons Schmitt-Giscard, nous avons Kohl-Mitterrand. Bon, donc il faut l'adapter à cette réalité. Merkel-Macron, c'est voyons pas voir. du même, c'est du même niveau. Voyons voir. Surtout là, on dépend. Je dirais Merkel en coalition. Macron, c'est l'idéal. Et surtout si M. Schulz a beaucoup à voir avec les aspects économiques, plus que ce qu'a eu M. Schäuble. Mais pour les Européens, c'est une bonne nouvelle. Simplement, il est vrai qu'il faut leur demander si on croit une certaine Europe à plusieurs vitesses, inévitable la réalité. Et la première ne peut pas être que la France et l'Allemagne. On a besoin de ce truc franco-allemand, mais il faut essayer. Lors du premier traité de l'Élysée, on avait essayé de faire avec les 6 pays, n'est-ce pas? Ça n'a pas marché, c'est dommage. Alors là, leur poids et la nécessité de se plonger dans l'enjeu est évident, mais il faut qu'il y ait un peu de noyau dur, qu'ils aient toujours en tête, comme a dit, je crois, Mme Berès, une certaine européisation de leur mouvement. Ce ne soit pas simplement de l'intergouvernemental. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce noyau dur, oui, ce premier cercle, en réalité, c'est le cercle de la zone euro? C'est le cercle de la zone euro, bien entendu. Ça, c'est bien. Oui, non, tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais et précisément, il faut mettre très vite d'autres grands pays, parce que c'est les grands pays qui peuvent fragiliser la zone euro. Hein, c'est pas Chypre, etc. D'autres grands pays, il faut le mettre. C'est pas la locomotive, mais il faut les mettre au premier wagon. C'est la solution? Pardon? Une Europe à plusieurs vitesses, c'est la solution? Non, la solution, c'est d'avoir tout le monde à bord. C'est l'objectif, c'est la solution. Mais en même temps, comme dit Jacques Delors depuis très longtemps, ceux qui veulent pas avancer ne peuvent pas empêcher ceux qui veulent avancer de le faire. Et d'autant plus que ceux qui sont aujourd'hui membres de la zone euro, ils partagent un bien commun qui est leur monnaie, qu'il faut absolument développer. Et ça, c'est un argument qu'il y a parfois entre la France et l'Allemagne, où certains disent il faut attendre que tout le monde soit membre de la zone euro pour avancer, pour achever ou pour finaliser le fonctionnement de la zone euro. Si on fait ça, il n'y aura plus de zone euro. Donc on ne peut pas non plus toujours attendre les derniers retardataires. Mais le cercle d'avancée, effectivement, ça doit être autour de ces questions, sans rien concéder sur la question, par exemple, des valeurs et des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est pas la solution, mais c'est le moyen. C'est pas la solution, comme on dit. C'est que nous serons tous égaux, et nous le sommes déjà dans beaucoup de choses. Simplement, il faut... Vous savez que tout le monde, finalement, maintenant que le Royaume-Uni s'en va, sauf l'exception danoise, tout le monde est membre de l'euro. Seulement, il y en a qui le sont effectifs. Mais l'euro, c'est la monnaie de l'Europe. Et tout le monde a tous les États ont un compromis d'y entrer dès qu'ils remplissent quelques... On parle même de faire un budget pour les aider à y aller plus vite. Donc, il ne faut pas croire que c'est... Maintenant, c'est vrai que tu ne peux pas rayer le mouvement en attendant le dernier, parce que le grand lot, il arrive très vite et il te mange. Il faut qu'on... Donc, c'est plutôt le moyen, les cercles concentriques, enfin, etc. Il ne faut jamais les exclure, mais il faut aller peut-être un pas en avant et tirer d'eux. Alors, la relance de ce couple franco-allemand, elle intervient dans un contexte en Europe, il y a une forte montée des populisme, une défiance vis-à-vis de l'Europe, vécue comme une contrainte, la pression migratoire. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, Angela Merkel pourront trouver une majorité pour changer l'Europe? Changer l'Europe, de toute façon, on ne va pas changer.
tout mettre par terre. Hein. Oui. On va construire sur la base de ce qu'il y a. Mais ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui cette montée des populismes dans tous les pays de l'Union européenne, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans l'Union européenne elle-même. Et c'est ce message qu'il faut arriver à faire, ce qui suppose quand même de changer un certain nombre de choses dans la façon dont l'Europe fonctionne aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne avec les négociations de la grande coalition, parce que vous évoquez beaucoup la position de la chancelière Merkel, mais pour l'instant, elle ne gouverne pas. Pour gouverner, elle a besoin de trouver... L'accord avec le SPD, donc l'est-il de l'espoir, avec les sociodémocrates? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour mes amis sociodémocrates pour retrouver confiance et un écho dans la population allemande. Mais ce que je sais, c'est que pour nous, les Européens, très égoïstement, c'est l'espoir que Martin Schulz puisse porter un certain nombre de thèmes tout à fait essentiels pour modifier l'orientation européenne, que ce soit les conditions de financement de la transition écologique, que ce soit l'achèvement de la... le renforcement de la solidarité à l'intérieur de la zone euro ou une lutte déterminée contre les inégalités. Encore une Les fois, enjeux. Oui, encore une fois, tout à fait d'accord avec Madame Berès. C'est ce que nous attendons. Ça a aussi un autre avantage, puisque vous parlez de cette croissance des populismes. Dans mon pays, ça arrive à un système très dangereux. Vous savez, le sécessionnisme, l'intervention de Catalogne. Poutine. Oui, c'est ça. C'est l'Espagne. Jusqu'à présent, il y a une Catalogne française, c'est vrai. Oui, oui. Et l'intervention de Poutine, etc. Et alors, ce qui aurait de bien pour cette coalition, et ce qui aurait de bien, à mon avis, c'est une voie qu'a montré Macron, après tout, dans l'accord franco-allemand, c'est qu'il suffit d'essayer d'amadouer la bête en lui laissant un petit peu, parce qu'à la fin, elle te mange. Alors, je pense que pour ces populismes qui sont contraires aux valeurs européennes, contraires aux valeurs des démocraties libérales et libres, etc., c'est franchement s'affronter. Et là, il faut faire alliance et dire non, écoutez, simplement, c'est vos valeurs que nous ne partageons pas. C'est pas, oh, vous avez un petit peu raison ici, c'est vrai, les immigrants, etc. Non, écoutez, vous avez un modèle de société politique que nous ne voulons pas. Hein, on ne fait pas de la politique politicienne. Et plus on est alliés pour dire ça, franchement, sans mettre dans l'enjeu électoral, c'est tant mieux. Et ça, je pense que ce genre de... La coalition allemande et le train franco-allemand pourrait aider beaucoup. Les enjeux, sur les enjeux à venir, mis à part la lutte contre les populismes. Mais sur cette question de la lutte contre les populismes, il faut faire attention. Parce que je crois que le débat politique en démocratie ne peut pas se réduire à un débat entre pro-européens et anti-européens. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, il faut affronter ceux qui veulent détruire l'idée européenne. Et de ce point de vue-là, je crois que la campagne présidentielle en France a montré qu'il fallait oser porter le drapeau européen. Mais si on réduit tout le débat démocratique à un débat entre ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, les insiders, les outsiders, les pro-européens ou les anti-européens, ceux qui sont dans le système ou ceux qui n'y sont pas, alors on tue les fondements de la démocratie. Et par exemple, la question de la lutte contre les inégalités, je pense qu'on en parlera lorsqu'on évoquera la question des indemnités chômage dans votre prochain sujet. Eh bien, je pense que la démocratie se porte mieux lorsqu'il y a un vrai débat qui s'organise entre les conservateurs et les socialistes. Justement, on passe à notre reportage de la semaine. Vous le savez, la réforme de l'assurance chômage se prépare en France. Les syndicats et le patronat n'ont plus que quelques jours pour se mettre d'accord en France sur l'extension du système aux démissionnaires et aux indépendants ou sur le contrôle des chômeurs. Au Danemark, un contrôle strict des chômeurs est déjà en vigueur et les sanctions sont fortes en cas de non-respect des règles. En contrepartie, les allocations sont généreuses. Les Danois sont majoritairement favorables au système en vigueur, comme a pu le constater notre reporter. Le reportage à Copenhague de Félix Huel. Bienvenue dans un pays qui ne connaît plus le chômage. Au Danemark, seuls 4,2% de la population active recherche un travail, soit 120 000 personnes sur 5 millions d'habitants. Ce succès est notamment basé sur cette idée, la priorité, c'est le plein emploi. Pour bénéficier des allocations chômage, qui représentent 90% du dernier salaire, les Danois doivent donc se plier à des règles particulièrement strictes. Envoyer 2 candidatures par semaine, se rendre au job center une fois par mois, et ils ne peuvent pas refuser un travail au risque de voir leur allocation suspendue. Pour les cadres de Pôle emploi, c'est ce qui permet au système danois de fonctionner. Le but de notre modèle est celui-ci.
Les chômeurs doivent retrouver un travail aussi vite que possible. Le principe, c'est que si vous êtes en capacité de travailler, vous devez travailler. Et si vous ne devez travailler qu'1 heure, c'est déjà ça. Mais vous avez toujours des devoirs si vous voulez recevoir des allocations chômage. Ces contraintes sont globalement bien acceptées par la société danoise. Dans la banlieue de Copenhague, nous avons rendez-vous avec Lotte. Au chômage depuis 1 an, elle est suivie par un coach personnel qu'elle paye elle-même, car elle constate une certaine dérive du système. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'on me demande de rendre des comptes, de voir que je cherche un travail. Personne dans les job centers n'arrive à m'aider. Ils sont seulement là pour me contrôler et voir si je postule bien 2 fois par semaine. C'est un peu triste que dans un pays comme le Danemark, vous deviez aller chercher l'aide et la motivation toute seule. Devant ces difficultés, en plus de son coach personnel, Lotte se rend régulièrement dans une association de chômeurs. Ici, on échange, on discute, mais presque personne ne se plaint des contrôles. Jens se dit prêt à faire 4 heures de route chaque jour. Ce n'est pas grave parce qu'on me donne de l'argent. Donc, je dois montrer que je fais quelque chose avec cet argent. C'est vrai qu'on nous met la pression, mais c'est une bonne pression, parce que ça m'oblige à chercher un travail. Pour la fondatrice de l'association, les contrôles sont normaux, le système fonctionne, mais cette situation a tendance à culpabiliser les chômeurs. Avec un taux de chômage si bas, c'est une honte ici de ne pas avoir de travail. On pense que c'est vous le problème, que vous ne faites pas assez. Et ça, c'est très difficile. Le plein emploi serait-il favorisé par des relations sociales spécifiques au Danemark, c'est-à-dire l'art du dialogue et de la conciliation? C'est le point de vue du syndicat LO, l'un des grands artisans de la social-démocratie danoise. Depuis un siècle, il défend les travailleurs, ce qui ne l'empêche pas depuis 20 ans d'accepter les compromis, et notamment sur les contrôles. Nous pouvons accepter plein de choses si c'est bon pour l'économie, même si cela est difficile pour les chômeurs, notamment les nombreux contrôles. Mais d'un autre côté, le chômage est très faible au Danemark. Quasiment tout le monde peut avoir un travail. Et donc, on se dit que le jeu en vaut la chandelle. Dans sa forme actuelle, le contrôle des chômeurs a été mis en place en 2010. C'était quasiment en même temps qu'une autre réforme, celle de la formation professionnelle. Voilà pour ce reportage au Danemark de Félix Suel. Pervenche Berès, faudrait-il aller à un système à la danoise en France? Mais vous l'avez entendu dans votre reportage, je n'ai pas vu une situation toute rose. Hein. Vous avez vu cette femme qui est obligée sur ses deniers personnels de se faire accompagner. Est-ce qu'on peut transposer un système dans un pays comme ça? La conclusion de votre reportage, c'est la question de la formation. Je crois qu'en France, le système de formation est sans doute une de nos priorités à adresser si on veut effectivement permettre à une population d'accompagner la transition économique dans laquelle nous sommes. Et moi, j'ai compris que dans le modèle danois, cette question des contrôles pouvait aussi être très mal vécue. Ce que ne dit pas votre reportage, c'est que, par exemple, l'idée qu'on est bien indemnisé n'est pas aussi... Sur le papier, vous avez 90% de votre rémunération pendant 2 ans, mais dans la réalité, c'est plutôt 54%. Donc vous avez aussi des gens très pauvres au Danemark. Vous avez, d'ailleurs, j'observe, c'est lié à notre précédent sujet, une montée du populisme dans ce pays. Donc je ne suis pas certaine que ce régime d'indemnisation ou de contrôle des chômeurs puisse être transposé tel que en France, et je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable. Enrique Calvé-Chambon, comment ça fonctionne le système espagnol? C'est tout à fait différent. L'assurance chômage. C'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'on avait conclu, quand j'étais au comité économique et social, on avait fait une étude spécifique de la flexi-sécurité au Danemark, et ça entraînait le traitement des chômeurs, etc. On avait trouvé que pratiquement il n'y avait que du bon, c'était très très bien, c'était simplement ça ne pouvait être que danois.
C'est absolument C'est pas intransportable. transposable. C'est pas intransportable. Vous savez, dire à un chômeur espagnol, tous ont une énorme difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois, lui dire tu vas te payer un coach personnel, c'est de la science-fiction en fait. Il n'aura jamais assez d'argent pour ça. Non, en Espagne c'est différent. En Espagne, en effet, les contrôles sont sur le papier, mais sont très laxes. Il n'y a pas de contrôle. Par contre, c'est très peu généreux. Les allocations chômage sont limitées dans le temps, c'est 2 ans. C'est un maximum 220%, si vous avez des enfants, 220% d'un index qui fait qu'actuellement, le maximum, si vous avez 2 enfants, vous avez travaillé au moins une douzaine d'années avant, c'est 1 400 € par mois. Au bout de 6 mois, ça descend à 1 200, patati et patata. C'est pour survivre. Donc, ce n'est pas possible. Donc, en Espagne, le problème n'est pas tellement des contrôles. Moi, je suis pour les contrôles pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est quand même de l'argent d'autres travailleurs que tu protèges. Et deuxièmement, parce que dans les pays où... Parce que aussi, c'est pas la même chose de parler de chômage. Dans un pays, la France même, qui a 9,7%, c'est déjà beaucoup, mais nous, on en a 18%. Alors, pour eux, nous, ils n'ont pas l'impression d'être les coupables de leur chômage. Ils ont l'impression que c'est la situation générale et que ce sont les damnés de la terre. Alors, dans ce pays, plus que le... Moi, je le serais parce qu'il s'est créé dans ces pays, je le vois en Grèce, une certaine culture assistentielle. Et il est vrai que ce qui est bon dans le Danemark, c'est qu'ils sont toujours, ce qu'a été la gauche traditionnelle, et ce qui est toujours la gauche, la culture du travail. C'est-à-dire, il faut leur trouver du travail, dans certains pays du Sud, il y aurait une culture assistentielle. Oui, assistentielle. L'Espagne, la Grèce, vous mettez l'Espagne dedans aussi. Dans certains pays méditerranéens, on force les gens soit à aller au travail au noir, soit à se satisfaire de peu et faire quelques petits bricolages par ici, quelques bouillets extra, etc. On observe comment ça amenuise trop souvent la potentialité d'émancipation des personnes, etc. On donne un petit peu d'argent. Alors, mais c'est dû à quoi? C'est pas leur bien-être. C'est dû à ce qu'il n'y a pas, et ça, il y en a au Danemark, une situation, une aide active des syndicats, des secteurs publics, etc., pour leur dire qu'il faut... Ce que disait ce monsieur est essentiel. Écoutez, même si ce n'est que travailler 1 heure, c'est déjà s'intégrer. Bon, ben ça, c'est difficile à faire passer, cette culture. Pervenche Berès, vous voulez réagir? Oui, parce que, bon, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas transposer, je l'ai dit, on ne peut pas transposer une solution d'un pays dans un autre, on peut regarder ce qui se passe. C'est vrai que sur le papier, c'est la flexibilité et la sécurité, c'est-à-dire la flexi fonctionne. Sur le papier, c'est très très bien. Oui. Mais ça ne marche que si vous avez les 2 pôles. Hein. Et très souvent, la dérive qu'on a vue, c'est que du coup, on veut faire progresser la flexibilité et la sécurité est dégradée. Et c'est pour ça que dans un pays comme le Danemark, point de départ, mais ce n'est pas le seul exemple, tout ça est lié à la fois à la qualité et à la nature de l'engagement patronal et syndical, et donc des conditions du dialogue social d'une part, et d'autre part du système de formation. Et je crois que sur ces 2 piliers, c'est-à-dire la nature du dialogue social et les niveaux et la qualité de la formation, dans mon pays, ce sont des chantiers ouverts. Dernière question, alors qu'il existe donc une libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne, une liberté d'installation pour les entreprises, pour quelles raisons n'existerait-il pas d'indemnisation européenne pour le chômage? C'est une idée que je porte depuis très longtemps. Et lorsque je présidais la commission emploi et affaires sociales ici à Bruxelles, j'ai organisé la première audition publique pour débattre de cette idée, cette belle idée. Et je crois que c'est une idée qui permettrait à nos concitoyens d'avoir une perception de vivre une vraie solidarité européenne. L'idée, ce serait, lorsque vous êtes face à une situation conjoncturelle dégradée, de permettre de mettre en place une assurance chômage minimum à l'échelle européenne. Mais comme toute belle idée aussi grande, le diable est dans les détails et sa mise en œuvre prendra encore, je pense, quelques années. Mais
Qu'est-ce qui bloque? J'ai Les la États conviction... sont souverains, Alors, ne veulent pas ce qui bloque, partager leur souveraineté? Oui, ce qui bloque, c'est les États riches. C'est-à-dire, ils ne veulent pas non seulement partager leur souveraineté, mais ils sont près de leurs sous pour ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord, je l'avais dans mon programme avec Mme Berès. Ça va venir. Hein. À mon avis, ce qui va venir, et il faudra encore du temps, c'est certain, mais ce qui va venir, c'est, comment dirais-je, un droit minimal, une assurance minimale. Et surtout, ce qu'on devrait obtenir, même dans Aldé... Une indemnité chômage minimum à l'échelle européenne. Mais pourquoi c'est pas possible? Qui pourrait être complété d'ailleurs par les pays, mais parce que quel avantage elle aurait? Et c'est là où ça tique, c'est que ça supposerait une solidarité européenne, financière également pour cela. C'est-à-dire qu'on a un choc asymétrique, je ne sais pas, parlons pas de mon pays, mais enfin de la Bulgarie, etc. On peut lui demander d'avoir un level playing field pour qu'il n'y ait pas de dumping social, etc. Mais il faut qu'elle ait les moyens d'assurer un minimum de société européenne. Alors c'est pendant 5 ans, ça va mal. Il peut y avoir un fonds de solidarité, la même chose qu'on fait pour la défense, etc. Maintenant, ça, les pays riches surtout s'accrochent à la subsidiarité pour dire non, il faut qu'ils s'arrangent, il faut laisser passer le temps. Vous avez de l'espoir? Mais ça viendra, ça viendra. Ça se réalise? Ça se réalisera. Ça se réalisera. Ça se Je suis réalisera. d'accord. On va passer à notre rubrique de fact-checking. Vous le savez, en France, la vitesse sera abaissée à 80 km/h sur certaines routes secondaires le 1er juillet. Va-t-on vers la bonne direction, hein? Prenons l'exemple du Danemark. Daniel Quérault, président de l'association française 40 millions d'automobilistes, assurait qu'au Danemark, on est passé de 80 à 90 km/h et il y a moins de morts. Vrai? Faux? C'est notre rubrique Checkpoint, préparée par Thomas Mignon. La limitation de vitesse sur les routes secondaires. En France, elle sera ramenée de 90 à 80 km/h, ce qui ne plaît pas à tout le monde. À commencer par Daniel Quérault, président de l'association 40 millions d'automobilistes. Il évoque ce qu'il présente comme un contre-exemple européen. Au Danemark, ils ont des tests de 80 à 90. Tout le monde roule à peu près à la même vitesse et il y a eu 13% de morts en moins. Alors, de quoi parle-t-on ? Le Danemark a effectivement mené cette expérience entre 2011 et 2014. Durant ces 3 ans, 18 tronçons routiers ont vu leur limitation de vitesse augmenter de 10 km/h. Mais alors que le Danemark compte pas moins de 3800 km de route, ces tests portaient au total sur 100 km de national. Et quels sont les résultats de cette étude ? Eh bien, certes, il y a eu moins d'accidents, une diminution de près de 17% par rapport à la période témoin. Mais nuançons, il y a eu, durant ce test, proportionnellement plus de blessés par accident, plus 1%. Des vitesses plus élevées impliquent traditionnellement des accidents plus sérieux, en conclut le rapport danois. Qui plus est, les tronçons étudiés ont bénéficié d'aménagements pour améliorer leur sécurité durant le test. Les résultats sont donc, dit l'autorité danoise, en deçà des attentes. Et ce rapport n'évoque aucune modification du taux de mortalité. Le chiffre de 13% n'est jamais cité. Mais c'est vrai, le Danemark a fait chuter le nombre de morts sur ses routes. Moins 40% en 10 ans, et ce, indépendamment de ce test. Le pays fait aussi partie des 10 meilleurs élèves de la classe, comme tous les autres pays dont la limitation a été abaissée à 80 km/h. Bref, ce que dit le président de l'association 40 millions d'automobilistes, Daniel Quérault, c'est tout simplement faux. Et voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous deux d'être venus débattre avec nous. C'était passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.